qui est auteur de l'ouvrage Le marchand d'épices. Donc, la problématique d'aujourd'hui traite principalement de la situation hydrique au Maroc, mais bien sûr, avant justement de traiter la problématique actuelle, on va d'abord se pencher sur sur la personne, donc c'est Hichem. Donc, première question, d'où est venue l'idée justement d'effectuer ces différents voyages? Parce que je suppose que vous les effectuez seuls déjà, et donc pourquoi vous ne les faisiez pas en groupe, et pourquoi vous n'utilisez pas de moyens de locomotion? Là, pour ce voyage-là, qui vous a mené justement à Ksar Erich, vous l'avez fait à pied. Donc, généralement, pour les personnes qui ne savent pas, qui connaissent pas les distances, on était à quand même 900 km. Donc, c'est un voyage qui n'est pas habituel. Et donc, je vous laisse d'abord répondre à cette première question avant d'entamer justement la problématique du jour. Merci beaucoup, Siotman, pour l'invitation. Merci à Ismaëla aussi, à l'Institut Apollon Afrique. En fait, ça fait une douzaine ou à peu près une quinzaine d'années que je fais des voyages sportifs, mais à vélo. Et comme vous avez dit, je faisais beaucoup de voyages, mais toujours seul, parce que tout simplement, ça donne beaucoup plus de liberté de déplacement, de choix de destination, ainsi de suite. Mais parallèlement, je faisais aussi beaucoup de courses à pied et beaucoup de marathons, ce qui fait que j'ai pensé à un moment donné j'ai pensé à lier un petit peu ces deux passions, le voyage et la course à pied. Pour ce voyage qui est l'objet du marchand d'épices, du récit de voyage marchand d'épices, j'avais un objectif qui était de mettre en avant ce village un peu encerclé par les frontières et qui illustre la situation de plusieurs régions frontalières au Maroc, ou plutôt régions reculées qui sont un peu négligées et qui sont un peu différentes, surtout différentes des villes marocaines, des grandes villes, des métropoles comme Casablanca, Agadir, Marrakech et Rabat. Donc quelque part, il y a l'envie de voyager qui est une envie continue. Il y a aussi une envie de se surpasser, de surmonter. Il y a aussi tout le processus de préparation qui est très important, qui est celui de l'entraînement, la logistique et ainsi de suite. Donc tout cela, toutes ces étapes, tous ces détails sont sont des choses que je fais avec un grand plaisir. Ouais. Donc, durant votre périple, justement, vous avez clairement pu constater justement le contraste qu'il y avait justement entre les grandes métropoles, comme vous venez de le dire, et le milieu rural, qui est justement très enclavé. Pour cette partie justement de la région qui est justement le fin fond de la région de l'Oriental, donc quand vous êtes arrivé à Saint-Rich, quelles ont été vos premières impressions? Qu'est-ce qui vous a heurté? Qu'est-ce qui vous a, on va dire, choqué, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de route peut-être, que ce soit en termes de facilité, de connectivité aussi peut-être? En fait, c'est une région que j'avais déjà visitée, mais à vélo, qui est la province de Figuig. Et c'est une région très, très spéciale du fait qu'elle est très dépeuplée. J'ai travaillé sur ce sujet de dépeuplement de certaines régions. Et j'ai essayé de savoir pourquoi ces régions connaissent une densité démographique très, très faible. Et la raison, c'est que ce sont des régions enclavées, ce sont des régions comme plusieurs régions rurales au Maroc qui connaissent une exode vers les grandes villes. Dans la province de Figuig et dans tout l'oriental, la spécificité, c'est ces grands espaces vides où il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part l'activité pastorale.
du fait de l'existence d'une tradition nomade dans la région. Et donc, tous ces détails, je les connaissais. Maintenant, à l'arrivée à Ksaraïch est encore plus enclavé que la ville de Figuig ou les villes de la province orientale qui est Bouarfat, Ndrara, Ain Mkhar, Bnit Jit, Tel Sint et même Bouanan. Donc, ce sont des espaces qu'on appelle des hauts plateaux où la vie est très dure, où le climat est très dur et où il n'y a pas beaucoup de gens. Et les villes, je me rappelle du chiffre qui concerne le recensement, plutôt le nombre de population à Figuig, par exemple, il ne dépasse pas 11 000. Alors que c'est une ville qui est très ancienne et où il y avait beaucoup plus de population que Oujda et Kaza au début du XXe siècle. Donc, c'est un chiffre qui en dit beaucoup sur la situation actuelle, la situation démographique actuelle de ces villes. Bouarfa, qui est la province, qui est le chef-lieu de la province de Figuig, ça ne dépasse pas 24 000 ou plus que de la moitié sont des militaires. Donc, ça donne. Et c'est une ville qui a un aéroport, juste pour vous donner une idée sur le type de ville ou de grands rassemblements démographiques de cette province. C'est encore beaucoup plus, je ne vais pas dire beaucoup plus grave, mais elle est entourée par la frontière et l'accès se fait à travers une route longue qui part de Bouarfa jusqu'à Qsaraïch, qui est de plus de 100 km et où il n'y a pratiquement rien sauf les quelques tentes de nomades ici et là. Donc, c'est difficile à expliquer. Il faut lire le livre pour un peu avoir une description de ce village et de ses entourages. D'accord. Donc, globalement, quand même, sur les 12 années de voyage en solitaire, quelques mots sur les expériences vécues justement durant ces voyages. Quelles sont les expériences marquantes, peut-être même qui ont été réitérées durant les différents voyages que vous avez réalisés? C'est que on a presque, je ne vais pas dire deux Maroc parce qu'il y en a plusieurs, mais la vie dans certaines régions est totalement différente, complètement différente de la vie dans les villes marocaines. Et, quand je le dis comme ça, je n'exprime pas exactement cette différence entre ces deux facettes du Maroc. Il y a aussi un côté très important, c'est le côté humain et les rencontres qu'on peut faire dans ces régions et qui donnent une idée sur un Maroc qu'on pense qui est révolu, qu'on pense qu'il n'existe plus. Parce que les villes marocaines sont un peu mises en avant de par le fait qu'ils accueillent un grand nombre de populations, de par les médias, de par la difficulté d'accès déjà de certaines régions qui sont un peu, ou que présentent un peu le contraire ou l'autre facette de ce Maroc. C'est difficile à expliquer lorsque, par exemple, dans le voyage de Qsaraïch, lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas d'eau, on n'a rien à manger, on ne peut pas acheter de quoi manger ou de quoi boire. On a des gens qui peuvent facilement, dans un geste spontané, vous sauver la vie, même s'ils ne vous connaissent pas. Il y a certaines actions, certaines choses qui sont arrivées durant ce voyage et dans d'autres voyages qui sont difficiles à expliquer parce que on se met rarement dans notre vie quotidienne dans une situation où on est face à parfois une mort certaine. On n'a pas l'été 2019, ça m'est arrivé à 2 reprises de manquer d'eau exactement. Et ce sont des choses qui sont difficiles à imaginer dans notre vie, être au Maroc et manquer d'eau. Et ça m'est arrivé à 2 reprises et c'est grâce à des gens que je ne connaissais pas que j'ai pu boire de l'eau, qui est un des besoins les plus basiques d'un citadin, par exemple. Je me rappelle actuellement de la fameuse pyramide de Maslow et le basique, et où plutôt les besoins sont structurés à partir de besoins basiques jusqu'à des besoins d'accomplissement. Et lorsqu'on voyage de cette manière, on a des besoins qui sont
en deçà des besoins basiques, parce qu'on on a besoin de manger, de se nourrir. Et voilà, donc ce sont des choses qui ne peuvent pas nous arriver durant la vie quotidienne qu'on mène dans les villes, par exemple. D'accord. Donc, justement, pour introduire justement la question de l'eau, qui est justement une ressource indispensable, le Maroc aujourd'hui, justement, vit une situation de stress hydrique. Ça date pas d'aujourd'hui, mais ça date quand même de plusieurs années. Il y a eu énormément d'initiatives pour tout ce qui est création de nouveaux barrages euh, et exploitation des nappes phréatiques ou encore la création de plusieurs stations de dessalement, etc. Donc peut-être un mot d'abord introductif, ne serait-ce que pour étayer globalement l'état des lieux justement de la situation hydrique au Maroc, peut-être. Déjà, je vais commencer par dire que c'est peut-être le fait que de me déplacer dans des régions éloignées que j'ai eu l'idée de me concentrer ou plutôt de me focaliser sur cette histoire de rareté de l'eau. La situation elle est très grave parce que je n'ai pas d'autres choses, ou plutôt d'autres données que celles publiées par les autorités et qui disent qu'on est à peu près à 30%, plutôt que le niveau de stockage des barrages il est maintenant à 30%. Je pense que c'est encore plus grave parce qu'il y a il y a des barrages qui sont à sec maintenant et plusieurs barrages sont arrivés à un niveau qu'on connaît, c'est celui de l'envasement qui est à 14%. Le deuxième plus grand barrage du Maroc, celui de Massira et qui fournit Marrakech, je pense El Jadida et Azmour aussi, et dont la capacité de stockage avoisine 2,6, je pense entre 2,6 et 3 milliards de mètres cubes, il est à 5%. Et donc, il est à 5% en deçà du niveau d'envasement. La situation, je pense qu'elle est grave. Et moi, ce que je trouve plus grave encore est le fait qu'on n'a pas, qu'on sent pas qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part des autorités de cette situation et qu'on ne fait pas assez de communication sur cette question. Dans plusieurs régions, les nappes phréatiques se sont déchargées. À la région, je pense plutôt à la plaine de Barchid, il y a un manque, il y a un déficit, ce qu'on appelle un déficit hydrique, qui est continu depuis les années 80 et qui a accumulé plus d'1 milliard de mètres cubes. Ce déficit entre 1980 et 2016. Parce qu'il y a eu une étude de la FAO qui a été menée en collaboration avec des experts marocains de l'IAB et d'autres, et qui a montré qu'il y a un déficit annuel de 32 millions de mètres cubes. Et ça, moi, à mon avis, ça, ce déficit qui n'est pas, qu'on ne trouve pas seulement à la plaine de Barchid, qu'on trouve dans les autres régions, et du fait que de certaines politiques publiques en matière de l'industrialisation de l'irrigation et notamment de tout ce qui est pompage intensif. Parce que je pense que ça c'est un paramètre très important pour comprendre pourquoi on est arrivé jusque-là. Tout le monde, dans les autres pays, parce qu'en France, en Chine, en Espagne, en Italie, tout le monde vit cette situation de stress hydrique, entre guillemets. Mais on oublie de dire qu'il y a aussi ce choix de pompage, au Maroc plutôt, surtout, il y a aussi ce choix de pompage intensif qui n'a pas été régulé, qui a fait que la situation est devenue aussi grave. Maintenant, on a Quand vous parlez le de plus grave. pompage, vous parlez de Le pompage, la on dit, surexploitation des nappes, c'est ça? quand on dit pompage intensif, on parle des nouvelles exploitations agricoles qui font usage du pompage solaire pour irriguer au goutte à goutte. C'est un terme qu'on utilise souvent comme ça pour parler du goutte à goutte et des technologies solaires qui servent
à faire fonctionner ce système de goutte à goutte au Maroc. Et donc, justement, vous avez introduit sur le sujet de l'agriculture. Justement, on sait bien qu'au Maroc, le secteur primaire, notamment l'agriculture, occupe une place importante justement dans l'économie marocaine. Et, il est pourvoyeur justement d'emplois, principalement dans le monde rural. Et donc, du coup, cette situation de stress hydrique, quelle est sa conséquence justement sur justement ce secteur? Et qu'est-ce qu'on pourrait justement attendre des autorités peut-être pour des… Moi, je me suis concentrée sur l'effet de cette situation dans certaines régions, mais ce que j'ai constaté, parce que je pense qu'il y a des experts qui pourraient vous parler de cette situation, plutôt de cette question, beaucoup plus en détail. Ce que j'ai constaté, c'est que maintenant, on va vers le remplacement d'une agriculture vivrière, vers l'industrialisation de l'agriculture, avec avec des effets qui ne sont pas secondaires, mais plutôt des effets directs comme l'exode rural, la disparition de certaines traditions, la disparition de certains modes de vie propres à cette petite agriculture qui a fait que, et qui emploie toujours, parce que jusqu'à présent, une grande partie des parcelles, je ne me rappelle pas du chiffre, mais une grande partie des parcelles au Maroc, elle est toujours en deçà de 5 hectares jusqu'à présent, même avec 10 ans du plan Maroc vert et tout ça. Donc, on n'est pas encore au stade de la disparition de l'agriculture vivrière, mais on va vers ce remplacement de cette petite agriculture vers l'industrialisation de l'agriculture. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. En partie, parce que la question de savoir si on passe d'une agriculture vivrière vers une agriculture, on va dire, d'exploitation agricole, une grande exploitation, la question qui va se poser, c'est vrai que quand on a de plus grandes parcelles de terrain, quand on produit plus massivement, si tu peux me permettre de dire ça, il y aura introduction de la mécanisation. Un paysan qui a une superficie de moins de 5 hectares, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une culture vivrière et du coup, il suffit uniquement à ses besoins individuels. Maintenant, quand on passe justement, il y a des méthodes aujourd'hui, enfin même qui datent de plusieurs années, il y a des groupements justement de paysans et d'agriculteurs qui se forment en coopérative justement pour garder leur propriété et pouvoir subvenir ou bien entre guillemets, s'industrialiser de telle sorte à justement avoir une meilleure mécanisation de leur parcelle. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que on devrait être favorable justement à ce type d'initiative ou bien au contraire laisser les grands exploitants justement récupérer les petites parcelles et les agrandir pour qu'ils deviennent de grandes exploitations. Généralement, les grands exploitants, ils ne récupèrent pas les petites exploitations pour les transformer en coopérative ou en grande exploitation. Généralement, ils vont là où il n'y a personne. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, il y a la question, il faut penser que, plutôt, il faut se poser la question, est-ce qu'on a les moyens d'aller vers une industrialisation de l'agriculture? Quand je dis moyens, je ne parle pas des moyens financiers, mais est-ce qu'on a assez d'eau pour le faire? Parce qu'on oublie plutôt un paramètre que les spécialistes répètent toujours, c'est que le Maroc est un pays semi-aride. Mais les choix qui ont été pris, normalement, je le dis, surtout le plan Maroc vert, on a pensé, ou plutôt on a mis des objectifs sans penser à mettre, ou plutôt
sont pensés à étudier l'impact de ces objectifs sur nos ressources hydriques. Parce que nos nappes, on a beaucoup de nappes qui ne sont pas rechargeables. On vit un déficit dans plusieurs régions. Il y a d'autres éléments climatiques comme l'augmentation de la chaleur entre 1 et 2 degrés et qui sera, bon, par exemple, dans une région. J'avais lu une étude d'un hydrologue de l'université de Oujda qui s'appelle Saïd Hakim Jilali et qui étudie la région de Pugic. Je parle toujours de ces régions que je visite, et qui parle d'une augmentation de la chaleur d'entre 1 et 2 degrés qui sera constante pendant plus d'une vingtaine d'années. Et elle s'accompagne avec une baisse de recharge de la nappe. Donc ce schéma-là, ces deux élans, ou ce schéma, ou ces deux phénomènes, on peut les calquer sur plusieurs régions au Maroc. Même les régions les plus fertiles comme Barchid. Barchid, il y a des techniques, il y a des techniques je veux dire, les agriculteurs, on peut améliorer leurs expertises, ils sont très, très avancés, mais tout ce qui concerne l'eau, ils continuent à gaspiller de l'eau, notamment dans les cultures de la carotte et des pommes de terre. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement les cultures, hein, surtout consommatrices d'eau et peut-être mettre en place des campagnes de sensibilisation, notamment contre le gaspillage et contre la surexploitation? Oui, je pense qu'il faudra abandonner certaines cultures. La fameuse région de Faïja, c'est plutôt une plaine de Faïja qui se trouve à 15 km de Zagora. J'avais fait un reportage sur place. On continue à cultiver la pastèque. C'est une région dans une région où l'eau potable manque. Sans citer des statistiques et des chiffres qui peuvent montrer qu'il y a un problème, juste le fait que chaque année, la ville de Zagora a des problèmes d'alimentation en matière d'eau potable, juste ce fait-là, il explique qu'il y a un problème. Maintenant, on continue, on n'a pas arrêté même avec la fin du plan Maroc Vert, c'était en 2018, et donc on a lancé le Generation Green 2 ans après, 2020. Il vient à peine de commencer, mais on n'a pas mis en cause ce choix. Et il y a plusieurs autres cultures qui continuent à aggraver la situation. Les cultures, ça c'est sûr, ce qui est problématique, ça serait les cultures ou les arbres. Par exemple, dans le périmètre qui est situé entre Rachidia et Boudnip, un axe qu'on appelle axe Miski et Boudnip, on a planté environ 8000 hectares de palmiers. On peut pas venir dire qu'on doit arrêter on doit plutôt abandonner ce périmètre-là parce que on a construit un barrage, les plantations sont déjà en place, donc il faudra trouver une solution. Peut-être une dernière question. Selon vous, justement, avec l'expérience que vous avez eue, surtout au niveau justement de ces sous-territoires, et tout au long justement de vos différents voyages, particulièrement dans le monde rural, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait justement mettre en place comme action, comme politique, comme une manière de revoir les choses pour justement pouvoir dynamiser ces zones reculées? Les zones reculées, je pense que la première chose à faire, c'est que il faudra maintenir les gens dans leurs habitats, leurs oasis, parce qu'il y a depuis l'indépendance, il y a une hémorragie du fait de l'exode rural, du fait de l'éducation. Chaque étudiant qui part compléter ou terminer ses études n'est plus et devient un citadin. Il y a l'urbanisation aussi. Donc, je pense qu'il faudra d'abord essayer de maintenir les gens dans leur espace et l'agriculture est l'agriculture vivrière, la traditionnelle, est la manière
essentiel pour maintenir parce qu'il s'agit d'un équilibre de plusieurs activités. Maintenant, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué dans plusieurs régions, notamment Daraa et Tafilelt, c'est plutôt qu'on a tendance à remplacer cet élément démographique, ce paysan qui travaille son champ, on a tendance à le remplacer avec quelqu'un qui vient faire une plantation de plusieurs centaines de hectares sans pouvoir s'installer dans la région. Ce qui fait que les habitants traditionnels des oasis et des villages, ils sont acculés, ils deviennent des gens qui ils partent pour faire des petits métiers dans les villages, soit dans les villes, soit ils viennent à Casablanca, au Rabat pour travailler n'importe quel autre travail. Donc, je pense qu'il faut maintenir une population, essayer de maintenir une population dans ces zones-là. Parfait. Donc, je vous remercie pour votre intervention, pour le temps que vous nous avez accordé. Ça a été un plaisir justement de partager avec nous vos différentes expériences, et notamment votre point de vue compte tenu de la situation, que ce soit au niveau des régions, au niveau du monde rural et de la situation hydrique au Maroc. Et donc, je vous donne peut-être un mot de clôture, un mot de fin, avant de finir cette Je session. vous remercie, Sertman, et je remercie Ismaïla et l'Institut Apollon pour cette invitation. J'espère que ces idées brèves et un peu comment dirais-je, éparses vont pouvoir un peu alerter que ce soit les autorités, que ce soit les gens sur cette problématique, parce qu'on vit un problème grave de rareté de l'eau. Et on ne le sent pas dans les grandes villes, mais on le sent ailleurs. On le sent ailleurs dans des villes où on connaît plusieurs coupures par jour, comme la ville de Rachidia, qui est quand même le chef-lieu de la province et de la région de Daraa Filelt, et qui connaît pendant plusieurs mois des coupures d'eau potable. Donc, j'espère qu'on sera alerté pour être au moins conscient de la gravité de la situation. Merci beaucoup aussi, Hicham. Merci à vous. Donc, merci pour le partage et on se dit à très bientôt peut-être. Inch'Allah. À bientôt. Au revoir.